Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'écho des rayons, on en parle à midi. Ici, pas de grandes théories, pas de débats compliqués, juste des bibliothécaires qui discutent culture à la pause de midi. Chaque mois, la bibliothèque explore une thématique et ce mois-ci, je vous mets dans le mille, place aux bulles et aux cases. Bande dessinée, romans graphiques, manga, histoires qui se lisent autant avec les yeux qu'avec l'imagination. On part d'un livre qu'on a envie de partager et ensuite on explore. Parce que la BD, ce n'est pas juste des images, c'est une autre façon de raconter, de ressentir et de plonger dans une histoire. Alors, ouvrez grand les yeux et venez lire entre les images avec nous. Bonjour les filles. Bonjour. Ravie de vous retrouver pour cet écho des rayons, on en parle à midi BD. Alors, qui a envie de parler de sa première BD, de ses BD, de ses recommandations? Nancy, ça te dit? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors, moi j'ai directement pensé au fait aux comics et plus particulièrement aux comics Batman parce que je suis retombée dedans depuis le début de l'année, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Alors ça peut faire peur parce que Batman c'est en route depuis super longtemps et quand on ne sait pas par où commencer c'est toujours un peu difficile. Est-ce qu'il faut relire toutes les aventures de Batman depuis la toute première BD jusque maintenant? Et en fait à la bibliothèque moi j'ai fait le choix de prendre des aventures, enfin des albums qui peuvent se lire tout à fait à part. Ok. Et donc si vous avez vraiment envie de juste approfondir un personnage ou de découvrir un peu l'univers Batman mais sans avoir un background derrière, il y a possibilité vraiment à la bibli. Et en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup dans les Batman c'est le côté psychologique de Batman et surtout des méchants. Ouais. Et donc je sais pas si vous savez mais Batman, les méchants ils sont tous à Arkham Asylum. Non, Qui est donc un hôpital psychiatrique. Ok. Et cet hôpital psychiatrique, en fait, il vient de la famille de la maman de Bruce Wayne. Donc on parle toujours des Wayne qui sont vraiment la grande famille, mais en fait la maman c'est une Arkham. Okay. Et donc Arkham c'est le nom de famille. Et il y a tout ce côté-là qui est représenté et qui surtout il y a tout aussi il y a une raison pour laquelle l'ancien manoir Arkham est devenu un hôpital psychiatrique. Et tout ça, en fait, on peut le découvrir dans un album un peu particulier qui s'appelle Arkham Asylum, évidemment. Alors, c'est une BD vraiment très, très à part. Donc, c'est Grant Morrison qui l'a fait, autant en scénario que dessin. Ok. Et c'est vraiment très, très particulier parce que comme il parle du côté psychologique des choses, ces dessins et ces cases, tout est éclaté, rien n'est correct. Oui. Il y a des doubles, il y a des dessins qui débordent, il y a des trucs hyper flous, c'est vraiment tout un univers et ça permet de découvrir tous les méchants de Batman. Mais désolée, donc je te disais en off que je n'ai jamais lu les Batman ni regardé. Par contre, j'ai regardé Joker. Ouais. On est d'accord que le Joker est enfermé du coup dans cet asile, j'imagine. Donc j'ai déjà entendu ce nom. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça me permet de me rattacher à ce personnage. Du coup, après, je vais te rattacher avec un autre album qui est plus centré sur le Joker. En fait, les comics, moi au départ, j'avais vraiment du mal parce que je trouvais que les dessins, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et en fait, en essayant de voir un peu dans les Batman, je me suis rendu compte qu'il y a des albums qui sont vraiment avec un univers graphique très très particulier, et notamment celui-là. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir ce côté dessin de comics qu'on voit un peu partout, mais en même temps de découvrir, en fait c'est presque un mix entre la BD franco-belge et le côté graphique au niveau en tout cas des illustrations. Ça me donne envie à fond. Les comics, il y a justement ce truc très plat, très lisse que j'aime vraiment pas beaucoup, qui du coup ne me donne pas du tout envie de m'y attacher, quoi. Et le fait qu'en plus ça soit de la découverte de personnages, de leur profil, archétype psychiatrique aussi, j'imagine. C'est vachement chouette, ouais, pas mal.
Et donc, pour en revenir au Joker, qui est quand même en effet le plus grand méchant de l'univers de Batman, moi, je suis plus intriguée par Harley Quinn. Et justement, il y a une BD qui s'appelle Arline. Parce qu'il faut savoir qu'avant de s'appeler Harley Quinn, c'était Arline, du coup, Quinzel. Okay. Et c'était la psychiatre du Joker. Mais non. Si. Et donc, en fait, cette bande dessinée-là, moi, j'ai adoré. Les puristes, à moins, parce que on prend beaucoup de liberté avec la storyline et avec l'origin story du Joker. Mais du coup, c'est vraiment, en fait, tout ce côté, comment une jeune psychiatre qui voulait vraiment découvrir ce qui se passait dans la tête des criminels a fini par devenir, elle aussi, une criminelle. Son rapport avec le Joker, comment elle a été manipulée par lui pour tomber amoureuse. Les dessins, moi j'ai trouvé les dessins magnifiques, mais bon, ça c'est personnel, donc il faudra venir le feuilleter à la bibliothèque. Et on parle aussi d'un autre grand méchant emblématique qui est Double Face. Et donc c'est vraiment... alors Double Face, c'était à la base, c'est un très gentil. Il est procureur et il va avoir un accident. Et à cause de Batman, en fait, la moitié de son visage va être défigurée, à l'acide, je pense. Et donc, en fait, il va avoir ce côté, vraiment cette dualité, où je suis gentil, où je suis méchant. J'ai plus d'entre-deux. Et il a une pièce, d'ailleurs, parfois, pour déterminer quel côté il va choisir. Et donc, en fait, ça va vraiment beaucoup jouer sur le côté bon, méchant. Et est-ce que Batman est vraiment du côté des gentils ? Eh bien moi, en tant que néophyte, je pensais que c'était le pingouin, le plus grand méchant de Batman. De Batman, mais rien à voir alors. Alors le pingouin, dans les films, oui. Il a en effet du coup 2 fois été mis en avant. Mais le pingouin, il est vraiment rattaché, de ce que je sais, au tout début, quand Batman, en fait, avant d'être un grand justicier qu'on connaît comme maintenant, c'était surtout un détective. Et le pingouin est rattaché à la mafia. Et donc, dans les premières aventures de Batman, il y avait vraiment ce côté très policier, très chercher des indices, etc., pour contrer la mafia et aider le commissaire Gordon. D'accord, je comprends mieux. Ouais, voilà. Et après, évidemment, on est parti dans un tout autre univers. Et en fonction de toute manière des séries et des reboots. Donc, en fait, tu peux trouver vraiment de tout dans l'univers Batman en fonction de qui tu préfères dans tes méchants. Mais c'est en général assez sombre, l'univers Batman, quand même. C'est très, très sombre. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, on ne sait jamais vraiment si Batman, il est gentil ou méchant. Enfin, il a cet aspect très sombre que les autres héros n'ont pas. Je trouve, c'est assez perturbant. Alors, il a, au fait, ce code moral qui est « je ne peux pas tuer ». Donc, c'est vraiment son seul... voilà, le seul code moral auquel il tient, c'est que quoi qu'il arrive, je ne tuerai pas quelqu'un volontairement. Parce que je ne sais pas si ça arrive dans certains cycles, mais voilà, il pourrait avoir un accident et voilà. Et en fait, dans le dernier que j'ai lu et que j'ai conseillé à Sophie d'acheter pour la bibliothèque, donc que vous pourrez aussi voir, on va jouer sur ce côté-là. Donc c'est un album qui est assez facile à suivre si on a vu le film de Batman. Parce que ça reprend pas mal d'idées du film. Et donc, dans The Batman, on va montrer la corruption qu'il y a à Gotham City. Et donc, il y a plein de criminels qui vont être libérés parce qu'il y avait des juges et il y avait des procureurs qui étaient corrompus. Et donc, là, il va y avoir un Batman qui va arriver, qui est un imposteur, d'où le titre de la BD qui est Batman Impostor. Et donc, cet imposteur, en fait, il va briser le code moral de Batman et il va tuer les méchants. Dans son côté justice, c'est puisque tu n'es plus en prison et que tu as été libéré, mais pas parce que tu avais une raison de te libérer, il va commencer à tuer. Et donc, on va avoir le côté Bruce Wayne qui va essayer de se remettre en question. Tiens, tout compte fait, moi, c'est ma limite, mais est-ce que vraiment je suis meilleure que lui ou pas ? Et donc, il va aller voir une psy qui sait qu'il est Bruce Wayne. Et donc, il va l'obliger à venir tous les jours à la fin de sa nuit pour avoir sa séance de psy. Et ce qui est super intéressant, que j'ai vraiment bien aimé par rapport à ce comics, en fait, c'est qu'on va suivre
une enquêtrice. Alors, je ne sais absolument pas du tout si elle est déjà connue avant dans le reste de Batman, mais je cherche son nom. C'est l'inspectrice Blair Wong, qui elle aussi se pose pas mal de questions par rapport à son rôle de policière. Et il y a vraiment ce côté dualité qui est reprise dans les dessins. Ok. Donc à un moment, en fait, il y a toute une planche où au-dessus c'est Batman, en dessous c'est l'inspectrice, et en fait, les images sont inversées. Et pour vraiment et donc il y a vraiment ça va jouer sur ce côté justice injustice, qu'est-ce que c'est moi j'ai trouvé ça super intéressant, et les images aident aussi vraiment à la compréhension. Mais ça donne envie, mais moi qui n'ai jamais lu de comics, je me demandais comment tu avais commencé à en lire et par quelle porte d'entrée tu étais rentrée dans le comics. Buffy. Buffy et les vampires. En fait, donc quand la série Buffy a été terminée, elle a été continuée après en comics. Ok. Donc si je voulais la suite des aventures, il fallait que je lise les comics. Et ça a été, c'est ça qui a fait que j'ai passé outre le côté dessin que j'aime pas. Ouais. Et donc j'ai lu les premiers, je les ai pas tous lus, et je me suis rendu compte en fait, parce qu'il y a des illustrateurs différents par rapport au tome, que ce qu'on nous renvoyait, nous, en Europe, ne représente pas la diversité qu'il y a aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé, du coup, à m'intéresser un peu aux différents dessinateurs et aux différents univers. Et puis après, comme Batman était déjà mon super-héros préféré depuis que j'étais toute petite, puisque moi, je regardais vraiment la toute première série hyper drôle. Donc, j'ai plongé très tôt dans Batman. Je me suis dit, c'est l'occasion, du coup, d'aller essayer. Et je me suis renseignée pour voir justement quels étaient les albums que je pouvais lire sans tout connaître. Une dernière chose par rapport à ceux qui voudraient lire du Batman mais qui ont un peu peur d'être perdus. En fait, l'éditeur chez nous, c'est Urban Comics. Ok. Et ils ont pris à chaque fois, à l'entrée, en fait, ils ont pris le pli de remettre les albums dans leur contexte. Oh. Et donc ici, par exemple, j'ai en main Batman Sombre Reflet. Et il y a la présentation des personnages. Et il faut savoir que ce Batman, moi quand je l'ai pris, je m'attendais à ce que ce soit Bruce Wayne. Mm-hmm. Et surprise, Bruce Wayne n'a pas toujours été Batman. Et donc parfois d'autres personnages ont repris le costume du justicier. Et tout est vraiment expliqué. Il y a une ligne du temps qui permet de remettre. Alors ça donne pas trop de détails pour pouvoir découvrir en même temps dans le comics, mais ça permet vraiment de remettre en place et de pouvoir lire en comprenant mieux ce qui se passe. Et je me demandais, est-ce que c'est spécifique aux États-Unis ou... En fait, c'est comme les mangas, c'est juste le nom qu'on donne aux bandes dessinées américaines. Le manga, c'est le nom qu'on donne aux bandes dessinées asiatiques. Okay. Et on a d'ailleurs un comics Batman qui est réalisé par un illustrateur italien. Et voilà. Mais ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne très bien. Il est très, très chouette à lire aussi, d'ailleurs. Il faut quand même un peu plus, là, il faut quand même un peu plus connaître l'histoire de Batman et des méchants. Mm-hmm. Mais c'est fait, voilà, ça peut être fait. C'est plus aussi clivant qu'avant. Ok. Donc voilà. Ça s'élargit. Et on peut lancer le débat Team DC ou Team Marvel ou c'est trop tôt? Ouais, c'est vrai que... Parce que personnellement, je suis Team Spider-Man, donc voilà. Je pense que c'est aussi une histoire de génération, peut-être. Je suis Team Marvel aussi. Voilà, je pense qu'Amélie... je sentais qu'Amélie allait me rejoindre. Mais je suis Team Marvel dans les films. Ok. Par contre, j'ai essayé de lire des comics et j'accroche pas du tout. Parce que c'est trop... En fait, ce qui me plaît dans l'univers Batman, c'est le côté psychologique et le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir. Tandis que les Marvel, ils jouent trop... Il y a toujours ce côté un peu ex machina, je pense que c'est comme ça qu'on dit, où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va rebooter tout. La sorcière rouge qui va tout d'un coup... ça va plus très bien, elle va lancer un sort, on va passer dans un autre univers, on va effacer les mémoires, on va avoir des univers... Et ça m'ennuie dans le côté Marvel. Juste pour avoir une idée, donc DC Comics et Marvel, donc on est d'accord, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est les super-héros, vraiment genre Superman, etc. Et il y en a un autre, c'est quoi? C'est quoi la différence entre les deux? En fait, dans l'univers Batman, on a Flash, on a Green Arrow, on a... qu'est-ce qu'il y a d'autre en DC?
J'avoue, je suis pas hyper calée là-dedans, mais par exemple, Flash, il a un super pouvoir. Hein. Il va plus vite que la lumière. Oui, je vois. Mais Green Arrow, à la base, c'est Oliver Queen, qui est un milliardaire. Ils aiment bien mettre des milliardaires qui deviennent justiciers derrière. Ça aide d'avoir de l'argent, c'est un super pouvoir aussi. Et par exemple, avec Green Arrow, il y a Black Canary qui est ressuscité. Parce qu'il y a toute une secte qui a des pluies qui permettent de ressusciter les gens. Donc c'est vraiment un mix entre les deux. Et je pense vraiment qu'au niveau de Marvel, il y a des super pouvoirs pour tous. Ok. J'ai pas souvenir qu'il y en a un qui n'en ait pas du tout. Aoki, il n'a pas de pouvoir. Mais j'ai une... L'archer aussi. Ah, ok. Oui, je sais pas lire en... Oui, là, en fait, c'est parce que il en a un dans les comics qui n'est pas dans les Marvel. En fait, il a une supervision. Ok. C'est pour ça qu'on l'appelle l'aigle. J'ai une définition, si vous voulez. Ouais. Marvel se concentre sur des humains imparfaits avec des problèmes réels dans un monde réel, tandis que DC Comics met en scène des héros mythiques, plus puissants, agissant souvent comme des dieux modernes dans des villes fictives. Ah, ok. J'aurais pas du tout dit ça. Voilà, ça vient de Reddit, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais c'est la première réponse Google, en tout cas. Okay. Ah oui, et en parlant de milliardaires qui utilisent son argent... Comment j'ai pu oublier ce cher Iron Man? C'est le premier auquel j'ai pensé, perso. Mais c'est parce que moi, j'ai découvert Marvel avec les X-Men. Oui. Et c'est d'ailleurs les seuls héros que j'aime beaucoup. Vraiment, où j'ai vraiment eu un attachement. Ça, c'est aussi la jeunesse, je pense. En étant enfant, et les X-Men, c'était cool. Bah ouais, je sais pas pour vous. On se marre un peu plus, quoi, avec exactement, c'est beaucoup Marvel plus qu'avec DC. DC est très très sombre. Donc quand on est enfant, effectivement, ça nous parle Marvel. plus qu'un Batman où on comprend peut-être pas tout ce qui se joue et tous les enjeux. C'est parce que t'as pas grandi avec l'émission du dimanche matin où on avait droit à Batman suivi de... Enfin, il y avait plusieurs... il y avait Batman, il y avait X-Men et il y avait je sais plus quoi en dessin animé. Et donc, Si, alors, écoute, on n'a pas le même âge, mais je l'ai vécu, ça. Et moi, c'est vrai qu'il y a cette approche-là aussi au niveau des comics. Quand tu m'as posé la question au niveau du comics, la bande dessinée, c'est Buffy. Mais au niveau de l'univers des comics, c'est les dessins animés. Ouais. Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai grandi sans la télévision. Donc, je n'ai pas eu les dessins animés. Donc, c'est vraiment plus les films au cinéma. Je vais pas dire les comics parce que je ne les ai pas lus, mais ce que mon père plus lisait, qui m'a influencé. Ouais, les BD de ton papa. Et moi, les films au cinéma, c'était que du DC. C'est Batman qui a relancé la mode des super-héros. Ah ouais. Je sais pas si les influences jouent tout le temps. Parce que moi, je sais que mon papa était plutôt tiré vers Arrow, enfin Green Arrow, etc. Il a lu des comics, mais ça m'a jamais attiré. Et oui, ça tu ne lis pas m'attire beaucoup. Toujours pas. Mais même si j'essaye petit à petit de lire BD, etc., je vais pas aller vers du comics. C'est pas quelque chose qui m'attire. Pourtant, les personnages pourraient m'attirer parce que c'est ce que je vois à la télé. Je pourrais lire justement l'univers Marvel que j'adore. Mais non, ça ne m'attire pas. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça a un peu fait son temps, les super-héros, etc. Il y a eu des gros blockbusters où l'industrie du cinéma américain a vraiment mis beaucoup de thunes dans les super-héros, dans les séries notamment. Mais ça a fait une chute libre à l'heure actuelle, vraiment grande par rapport à justement l'âge d'or des super-héros. Maintenant, c'est fluctuant, hein, peut-être. Je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Par rapport à l'âge d'or, peut-être, mais après, la sortie, l'année passée, l'année d'avant du film Superman, a quand même poussé et elle a quand même eu un gros succès. Donc, je pense qu'il y a peut-être une petite baisse parce que beaucoup de personnages ont été adaptés, etc. Je pense que ça reste quelque chose de constant quand même. Peut-être qu'on commence à avoir fait le tour et qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir Ant-Man au cinéma. Bah non. Peut-être. Pourquoi Désolée pour ceux qui ont aimé Ant-Man. Oui, non, mais... mais oui, c'est des fluctuations, je pense, plus. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire aussi. En fait, c'est cyclique. C'est vraiment cyclique et il y a eu des moments, en fait... moi, quand j'étais vraiment enfant, il y avait la série Batman qui était hyper comique. Et puis après, on a eu le Superman qui restait quand même hyper coloré, etc. Puis Burton est arrivé et nous a mis un Batman très, très sombre. Puis on a dû attendre super longtemps et là, Spider-Man est arrivé.
Et puis il y a encore eu un trou, il y a eu les X-Men aussi, et puis il y a encore eu un trou, et puis tout d'un coup il y a Marvel qui a explosé avec toutes ses phases. Et donc pour moi c'est cyclique au fait, tout simplement. En tout cas tes BD de Batman, elles me donnent vachement bien envie, cet aspect très psychologique et découverte de l'archétype des méchants, c'est tout de suite déjà plus intéressant que... quelqu'un qui va sauver des gens dans la rue, enfin en film, mais bon, je caricature beaucoup, hein, on est d'accord. Donc du coup, pour rebondir sur tout ce qui est comique et bande dessinée figurine, moi j'avais envie de vous parler donc, du coup du Bruxelles Comic Figurine Museum, dont l'ancien nom est le MOUF, qui a une collection privée de figurines du monde de la BD belge, donc Tintin, Spirou, les Schtroumpfs, mais aussi des comics américains, donc Spider-Man, Batman aussi. Il n'y a pas que des figurines, il y a aussi des jeux vidéo, des vidéos explicatives, voire même des projections de dessins animés dans une salle de cinéma d'époque. C'est vraiment une balade immersive, sonorisée qui plaira à tout le monde. Donc voilà, c'est rue du Marché aux Herbes, les anciennes près des Galeries Horta, numéro 16 à Bruxelles. Voilà. Vous savez bien à quel point j'aime l'écologie et l'agriculture. Et donc du coup, j'avais aussi envie de vous parler d'une BD qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Guérilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain, de Ophélie Damblé et Cookie Calcaire. Alors, cette BD, elle est trop chouette, elle est hyper bien illustrée et elle donne plein de petits tips sur comment on peut faire en milieu urbain pour pouvoir valoriser la biodiversité et l'agriculture à petite échelle. Elle a été scénarisée par Ophélie Damblé. Je ne sais pas si vous connaissez Ophélie, ta mère nature. Oui. Oui ? Non. Ah. Tiens donc, d'ailleurs, comment ça se fait que tu connais Ophélie, ta mère nature? Elle est sur les réseaux, elle a fait pas mal de... Enfin, pas mal, elle a fait peut-être 1 ou 2 podcasts que j'ai déjà écoutés. Ok. Donc, elle est quand même assez médiatisée. Oui, elle est assez médiatisée, mais ça me fait plaisir que tu la connaisses. Parce qu'en général, c'est des trucs échos, tu vois. Donc, je connais plus Cookie Calcaire, voilà. illustrateur, oui. parce qu'il a sorti la BD Merveilleux, le roman graphique en 2025, qui est un de mes coups de cœur de l'année. Donc voilà. Ah yes, mais je connais aussi Ophélie, ta mère nature. Parfait. Ophélie, ta mère nature, donc c'est une chaîne YouTube notamment. Et donc du coup, elle fait le lien entre sa chaîne YouTube et la BD. Et donc, elle va vraiment aborder en fait tout le maraîchage en milieu urbain et elle a commencé en fait ses vidéos YouTube parce que elle a entamé une reconversion professionnelle et donc elle est partie faire une formation de maraîchage à la ferme de Sainte-Marthe en France. Et donc du coup en fait on la suit à travers des petits vlogs de sa formation, comment ça se passe. On voit aussi comment elle monte en fait sa pépinière, comment elle va justement devenir agricultrice urbaine en fait finalement. Donc du coup Guérilla Green c'est vraiment très chouette. Il y a les parallèles et en plus des petites illustrations de Cookie Calcaire, elle nous renvoie à certaines de ses vidéos, à certains de ses podcasts et de ses thèmes quoi. Je me demandais si tu connaissais Jigme aussi dans le style. Voilà. Anciennement, les clichés de Jigme sur YouTube qui s'est un peu reconverti. Alors, c'est pas en milieu urbain, hein, il est clairement en là, il est reparti. Ouais. Mais il est devenu influenceur nature, agriculture, tout ça. Et c'est super intéressant. Oui, c'est très chouette. Il a un jardin absolument magnifique. Et en fait, je l'ai rencontré principalement avec la chaîne L'Archipel qui est vraiment très basée sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie en général des énergies. Et donc, il était parti faire une émission là-bas. Donc, oui, Jigme. Alors, moi, je t'avoue, c'est pas vraiment la thématique qui me ferait lire la BD, mais j'ai la couverture sous les yeux depuis tout à l'heure. Et alors, déjà, il y a l'air d'avoir plein de choses à regarder, rien que sur la couve. Et là, tu m'as donné envie de le prendre. Ah yes, trop bien. Bah oui, parce que du coup, il n'est pas à la bibliothèque, mais on peut, à mon avis, il va pas trop tarder à arriver. Je confirme. Yes, trop bien. J'étais persuadée qu'il était là.
Non, alors on a fait un prêt inter, il est à la bibliothèque de Manage. Et donc du coup, voilà, il va arriver bientôt les gars, il va arriver bientôt. Tu n'étais pas encore à la bibliothèque quand il est sorti. Non. Mais donc oui, les illustrations sont absolument sublimes, c'est vraiment bien, c'est un dessin contemporain, parce que moi j'ai commencé à lire les BD du coup avec notamment le Lama Blanc de Jodorowsky. Ouais, c'est de la vieille BD. Je connais pas le Lama Blanc, mais je connais l'auteur. Voilà, j'adore Jodorowsky, il a fait plein de trucs chouettes, son dessin est vraiment bien, voilà, mais c'est du vieux dessin, quoi. Et là, ce qui me plaît plus que d'habitude, et ce que je demande en général à Sophie comme recommandation en interne, c'est plutôt des thèmes actuels et des dessins actuels, quoi, voilà. Mais donc, tu as ta prochaine lecture qui est Merveilleux. Yes. Oui. De Cookie Calcaire. De Cookie Calcaire. Oui. Et vous, d'ailleurs, en parlant de vieilles BD, etc., vous avez commencé la BD avec quoi généralement quelle a été votre première BD? Est-ce que vous aussi, vous avez commencé avec des vieux trucs, entre guillemets? J'ai pas commencé la BD. Non, j'ai un rapport à la BD qui est très compliqué. J'ai jamais... Autant beaucoup d'enfants commencent par la BD avant d'aller vers le roman. Moi, j'ai jamais été attirée par les BD. J'ai commencé très tard la lecture, j'avais déjà 12 ans, donc je savais déjà lire et j'ai été direct dans des romans. Donc c'est vrai que les BD, j'en ai toujours connu à la maison. Mm-hmm. Mais pour moi, c'était, on fait la collection des BD, il les faut toutes par ordre et c'est tout. Mais j'ai jamais été attirée à en lire vraiment, ou alors je lisais quelques planches et puis ça m'énervait un petit peu vite. Ouais. Donc j'en ai lu quelques-uns, j'ai commencé peut-être avec les Tamara, mais parce que le film sortait et que j'aimais bien les acteurs et l'acteur principal du film, que je trouvais très beau quand j'étais ado. Donc j'ai lu les BD. Mais sinon, non, je commence... C'est Ryan Bensetti. Il me semblait bien. si, c'est lui. mais non, du coup, mon rapport à la BD, non, j'ai jamais été attirée plus que ça. Je commence seulement parce que j'ai les regards de Sophie, là, qui m'a fait très bien comprendre qu'il faudrait peut-être de temps en temps s'intéresser à la BD aussi. Mais du coup, je commence seulement à en relire. Mais voilà. Ouais, surtout pour une aussi grande lectrice, je trouve ça dommage de se priver de tout ce médium qu'est la BD et qui permet de découvrir aussi des romans, on en parlera plus tard, mais voilà, pour moi c'était la porte d'entrée pour toi vers la BD, et voilà, qui ouvre vers tellement de genres après. C'est sûr, c'est juste que pour moi dans ma tête c'est une autre lecture, c'est une manière différente de lire, et donc je suis restée cantonnée à mes romans. Oui, tes lettres quoi, tes lettres, voilà. Tes mots. C'est ça. Mais tout comme Nancy va me faire lire du comics, je suis heureuse si j'ai pu réussir à te faire lire de la BD. Oui, et puis moi, du coup, je vais rebondir là-dessus. Donc, je ne veux pas dire que j'ai lu des vieilles BD, parce que je pense qu'elles sont sorties quand j'étais enfant, donc sinon je suis... Oh non. Mais oui, évidemment, moi, mes premières BD, ça a été les classiques. Alors déjà, les BD pour enfants, c'était les Schtroumpfs. Ouais. Et les Bob et Bobette. Ça, c'était mes deux BD. Et les Spirou aussi. Non, Spirou, j'ai jamais vraiment accroché. Mes parents m'ont offert tous les Tintins. Et j'étais complètement dingue de Franquin, donc Gaston, etc. Mais Marsu, moins, et Spirou, moins, bizarrement. J'étais très, très Gaston. Et puis après, je suis restée sur cette idée que la BD, c'est pour les enfants, que c'est des histoires qui se terminent en un volume, etc. Puis j'ai travaillé en bibliothèque. Et là, j'ai découvert la BD adulte, notamment avec Dufaux, qui est un scénariste, pas un illustrateur. Et moi qui, à l'époque, était très, très dans l'univers fantastique, etc., il m'a fait une série avec des vampires. Donc, bien sûr que j'ai lu cette série avec des vampires de Dufaux et qu'après, j'ai enchaîné avec d'autres trucs. Et là, du coup, j'ai découvert que la BD, c'était aussi comment expliquer ça ? C'est un peu comme les romans, en fait. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Et tout le monde peut vraiment trouver la BD qui va lui parler. Comme tu disais, toi, tu trouves de la BD plus documentaire qui va te toucher par rapport à ton côté écolo. Il y a le côté... Il y a tellement de choses à explorer dans la bande dessinée qu'au final, il ne faut pas rester sur ce côté franco-belge avec nos grands classiques qui font partie de notre histoire malgré tout. À Charleroi, on a Spirou, on a Gaston qui sont là et Lucky Luke. Mais il y a tellement d'autres choses à découvrir. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le 9e art, je pense. Ouais, je partage ton avis.
J'en ai parlé en long, en large et en travers dans mon écho des rayons sur la bande dessinée. Je vais la faire courte. J'ai toujours lu de la BD. Chez moi, on avait énormément de BD. Je lisais autant les mangas de mes frères que les BD de mes parents, que mes BD, que les BD de mes grands-parents. Désolée, avec les Bob et Bobettes. Non, elles étaient chez mes grands-parents, mais c'était celle de mon père quand même. Mais voilà, donc j'ai vraiment lu de tout. Comme je lisais tout en roman, j'étais vraiment pas difficile quand j'étais petite. Voilà. Mais j'ai redécouvert via Riyad Satouf et Pénélope Bagieux, quand j'ai commencé à travailler en librairie, la BD plus adulte et roman graphique surtout. Je me suis découvert une passion pour le roman graphique. Oui, d'ailleurs, justement, je me demandais, c'est quoi la différence entre BD et roman graphique ? J'ai une première idée de l'aspect que le roman graphique, c'est pas nécessairement des bulles, des cases ou alors du texte aussi des fois, mais j'ai pas encore cette subtilité. Alors, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est une BD et ce qu'est un roman graphique. Okay. Mais si je me base sur mon cours d'histoire de la bande dessinée que j'ai eu dans mes études de romane, alors mon prof en tout cas a déterminé qu'un roman graphique, souvent c'est en un tome unique, voire 2 pour certains qui sont vraiment trop conséquents en nombre de pages, mais un tome unique, plus de pages que, par exemple, les BD Schtroumpf, Tintin, etc., qu'on connaît, qui ont souvent une 60aine de pages. Donc, on est plus vers au moins une 100aine de pages minimum, voire plus. Et alors, on peut avoir, mais ce n'est pas un critère définitif, une déconstruction de ce qu'on appelle le strip. Oui. Donc la bande découpée en cases dans laquelle il y a des bulles et des personnages qui parlent. Donc parfois dans des romans graphiques on peut avoir plus de textes écrits donc à la manière d'un roman, plus de narration que de personnages qui parlent. On peut ne pas retrouver de bulles. Si on pense au livre Stromquist, voilà, ce sont des essais illustrés plus que des BD. Je vous conseille, si vous n'avez jamais feuilleté un livre Stromquist, de l'ouvrir. Non, je connais pas du tout. Ça peut même être compliqué de lire, tellement on a l'impression de lire un mémoire ou quoi. Mais l'illustration vient aider justement à faciliter. Tout à fait, vient faciliter la lecture. Donc voilà, s'il n'y a pas de définition claire et précise, mais voilà, nous on est parti en tout cas à la bibliothèque sur le principe que c'était des tomes uniques. Ok. Voilà. Moi, je rajouterais juste le format, parce que pour moi, je sais qu'il n'y a pas de définition, etc., mais pour moi, la bande dessinée a toujours le même format, quel que soit le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur, alors qu'un roman graphique, ça peut être plus grand, plus petit, et ça peut aussi être en couverture souple, que j'ai rarement vu on va dire de la BD franco-belge. Oui, voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment dans la BD franco-belge, parce que dans les autres pays, la BD se fait dans tous les formats, mais c'est vrai qu'on a... Bon, allez, on va reprendre ce Schtroumpf, cette BD Schtroumpf. 42 pages. Voilà, le même format exactement, la même longueur, la même largeur, voilà, une couverture rigide, point. C'est ce qu'on imagine effectivement comme la BD, alors que dans les romans graphiques, on peut se permettre des couvertures plus souples, des formats plus grands, des formats plus petits, des formats allongés, qu'on retrouvera effectivement, je ne vais pas dire jamais, mais moins souvent dans la BD dans série. Alors, moi, je différencie aussi les BD... parce que maintenant, dans les BD en série, il y a quand même des BD en série qui se rapprochent fortement des BD, des romans graphiques, en fait, dans leur définition. Mais en fait, c'est plus la BD moderne qui s'est un petit peu affranchie des règles de la BD des années 90-2000, peut-être. Alléluia, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et qui se permet beaucoup plus de liberté dans les couleurs, dans les formes. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de liberté et d'affranchissement des codes, ma deuxième BD, du coup, c'est Libre, un manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels de Ovidie et Digli. Alors, Digli, qui est une illustratrice de génie, qui a fait notamment les recueils de poésie « Je serai le feu », qui sont vraiment... ce recueil de poésie est génial. Elle a illustré, en fait, toutes des poésies... spécifiques qu'elle a classées par thème, par genre, et donc on découvre que des poétesses féminines illustrées, qu'elle a illustrées. Et donc Ovidie, qui a notamment travaillé beaucoup avec Arte, qui a fait beaucoup de sensibilisation à la sexualité en général,
Et donc du coup, Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. C'est une BD vraiment cool qui permet de déculpabiliser beaucoup, de se sentir moins seul. C'est vraiment une BD féministe de la sororité. On parle de slut-shaming, on parle du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais on parle aussi du rapport que les femmes en général ont avec leur corps, avec leur poids, avec leur poil. Voilà, et puis on parle aussi du rapport à la sexualité avec les autres et aussi avec les hommes. Et donc du coup un peu c'est une ouverture en fait à la pensée féminine et surtout aux situations assez comiques qu'on peut vivre dans la sexualité. Et en fait c'est la BD qui a inspiré la série Arte, qui est vraiment très très chouette, qui est très comique, très facile à regarder, vraiment très agréable, donc vraiment n'hésitez pas. Est-ce que tu savais que Digli a écrit une série de romans ? Non, trop bien. En fait, elle a écrit des romans pour la jeunesse qui s'appellent Mémoire d'une jeune guenon dérangée. Et déjà, évidemment, c'est elle qui a illustré la couve. Et c'est parce que tu parles de poils, mais en fait, justement, c'est une jeune fille qui est un petit peu en sous-vêtements, qui a des poils sur toutes les jambes. Et je pense qu'elle déconstruit aussi un peu le rapport au corps. Et c'est un peu sous forme de journal intime, et je crois que c'est 4 ou 5 tomes. À savoir que donc Digli a été connu à la base via un site. Ok. À l'époque où il n'y avait pas encore Instagram. Oui. C'était comme ça que les illustrateurs et illustratrices se faisaient connaître. Donc mon blog d'illustratrice, c'est là que moi j'ai commencé à la suivre quand j'avais 12 ou 13 ans. Et voilà, il y avait aussi Pénélope Bagieux qui avait son site Ma vie tout à fait fascinante. Et qui ont tous les deux commencé à sortir des BD grâce à leur site en fait. Ok, mais comme quoi c'est fou. La BD, c'est vraiment un petit... Enfin, c'est un genre de tremplin, mais c'est pas un début, c'est pas une fin. Il y a plein de possibilités, ça vient de partout, quoi. J'imagine, vous avez en tête des BD qui sont adaptés de romans, notamment, beaucoup aussi. Ça pullule effectivement sur le marché parce que ça se vend bien. Quand on n'a pas envie forcément de lire tout le roman, pas le temps, ou que le roman est sorti à un moment et la pile à lire est un petit peu trop grande pour lire un livre qui commence à dater, ou simplement... Ou découvrir des classiques. Voilà, pour découvrir des classiques, exactement. Rien que l'année dernière, il y a eu Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta qui a été adapté. Il y a eu Oscar et la Dame en rose. Il y a eu Sa Majesté les mouches, Kilomètre zéro, pour ne citer vraiment que des noms très très La route aussi. très connus. La route, tout à fait. Et alors La Passe Miroir, qu'Amélie d'ailleurs a lu très récemment. Ouais. Pour ce podcast, non, il me semble. Oui, mais même si on n'aurait pas fait ce podcast, je comptais le lire. C'est là où on disait que on choisit ses lectures parce qu'on n'a pas le temps de lire le roman, ou parce que pour des raisons. Moi, c'est surtout que j'ai lu les romans, j'ai lu les 4 tomes de la saga, et du coup je voulais le découvrir sous un autre format. J'ai le même rapport avec les films ou les adaptations cinématographiques. C'est pareil, c'est que j'aime bien découvrir l'histoire que j'ai aimée en livre sous un autre format et voir comment les gens ont imaginé les personnages, parce qu'on a tous des imaginations qui débordent et qui sont différentes. Et donc, du coup, dès que j'ai vu que La Passe Miroir sortait en BD, mais je l'ai demandé à Sophie. Mais elle l'avait déjà prévu, donc ça va. Donc, je l'ai lu, c'était l'occasion de le lire pour cette fois-ci. Et je trouve que l'adaptation est quand même bien faite. Alors, entre le roman et la BD, je retrouve absolument la même histoire. Parce que ça, c'est quand même important pour moi, de retrouver la même chose. Okay. Je sais que certains aiment bien quand il y a des adaptations différentes, quand on sort un peu du classique. Moi, non. J'aime bien quand ce que j'ai lu, ça reste ce que j'ai lu. C'est un petit peu le même débat qu'on a eu dans le podcast sur le cinéma, sur les adaptations de films, de livres en film. Exactement. C'est le même débat qu'on peut avoir. C'est un débat qu'on a tout le temps, je pense. Mais voilà, moi, je suis vraiment... Pour ça, je suis assez carrée. Et alors... Donc l'histoire, pas comme je m'y attendais. J'avoue que j'ai été un peu, je vais dire, déçue de l'illustration. Alors pas parce que c'est pas bien illustré ou quoi. C'est chacun a sa manière d'imaginer les choses. Moi, c'est pas ce qui m'a
qui m'a vraiment plu. En soi, en fait, c'est mon imagination qui n'a pas concordé avec l'imagination de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Donc, c'est Vanida qui a illustré La Passe Miroir. Et en fait, moi, j'imaginais mes personnages autrement. Donc oui, non, entre ce que moi j'imaginais de mon visuel des personnages et ce que Vanida a imaginé, on n'était pas raccord, mais ça peut arriver souvent, voilà. Mais sinon, je conseille vraiment de le lire, surtout que les livres sont pas avoir compliqués à se rentrer dans l'histoire, parce que c'est quand même un monde de fantasy, donc il faut bien rentrer avec plein de terres différentes qui sont éclatées, enfin... Voilà, l'univers est assez riche. Donc franchement, si on a peur parfois de se lancer dans le roman, la BD est vraiment bien pour ça. Surtout qu'elle est aussi assez conséquente, quand même, elle est bien épaisse. Elle est bien épaisse, j'ai mis quand même un petit temps... je l'ai lu en petite partie à chaque fois, je l'ai vraiment dégusté, on va dire ça comme ça. Mais elle fait quand même 270 pages. C'est une bonne BD, un chouette monde à explorer. Mais voilà, juste les illustrations, moi, ne m'ont pas plu. Mais parce que je suis plutôt illustration très ronde au niveau des personnages, des traits assez ronds et pas très... Simplet, entre guillemets, simplet. Mais je suis très jeunesse de base. Dans tout ce que je lis en BD, si j'en lis, je suis très jeunesse. Et donc là, on était plutôt dans des traits un peu tirés, assez anguleux, comme on dit. Et bon, c'était moins mon style, mais je conseille quand même de le découvrir, surtout pour ceux qui ont lu la série avant et qui veulent la voir adaptée. Elle est bien adaptée, elle est très raccord avec l'histoire. Alors, moi, je peux rebondir sur une adaptation où j'ai lu le roman, et puis j'ai lu la BD, et puis j'ai vu le film. Donc, pas mal. La boucle est bouclée. Alors, par contre, ma prononciation risque d'être un peu... Voilà, mais c'est En attendant Bojangles. Bojangelès. Merci, Soukaina. Je dis Bojangles, mais... c'est Bojangelès. Ok, voilà. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé dans les trois visions, c'est que justement, ça va se concentrer sur un aspect de l'histoire. Ok. Donc, j'ai beaucoup aimé le roman et j'ai redécouvert l'histoire en lisant la BD parce que l'autrice, qui est donc... Oula, c'est écrit petit. Ingrid Chabert, si je l'ai bien. Oui, c'est ça, c'est Chabert. Elle s'est vraiment focalisée sur un aspect. Je ne peux pas dire autrement que aspect. Et donc, ça permet de redécouvrir les personnages, d'avoir une autre vision. Et j'ai vraiment apprécié au fait de pouvoir... de voir ce qu'elle en a fait. Même si elle est hyper fidèle au niveau de l'histoire du roman. Mais voilà. Il ne te manque que la pièce de théâtre. Oui, c'est ce que j'ai vu que... Il paraît qu'elle est vraiment bien, qu'elle vaut la peine. Ouais, à voir si je peux aller la voir. Parce que le film est vraiment très bien aussi. Les acteurs sont... C'est vrai, avec Virginie Efira et Romain Duris. Romain Duris, c'est ça. Oui, non, et c'est justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus. À votre avis, qu'apporte la BD de spécifique par rapport aux autres formats de narration ou aux autres formats tout court? Pour moi, j'aime bien avoir des petits détails en plus, j'aime bien découvrir des histoires élargies, tout en plus de l'illustration. Moi, c'est vraiment cet aspect 9e art qui me plaît beaucoup, le travail de la peinture, le travail de l'illustration. Moi, je voulais voir un peu avec vous vos avis. Pour moi, la BD, ça permet vraiment une ouverture aux arts graphiques en général. On peut explorer tellement de styles de dessin différents, comme tu dis. Ça peut être fait à l'aquarelle parfois, ça peut être fait au crayon, ça peut être fait entièrement numérisé. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités différentes d'illustrer une même histoire que ça va vraiment apporter, ça nous plonge tout de suite en fait dans une histoire. On n'a pas besoin de se représenter à quoi ressemble le personnage principal, la personnage principale, à quoi ressemble sa maison. Alors vraiment, c'est incomparable à un roman justement où notre cerveau a beaucoup plus de place laissée à l'imagination. Par contre, ça permet vraiment d'apprécier ou non un style graphique propre à l'illustrateur ou à l'illustratrice et qui permet vraiment d'ouvrir et si on a une petite affinité avec le dessin, avec l'art en général, je pense que c'est un bonheur pour les yeux. Ah oui. Voilà, ça permet vraiment les couleurs,
tout ça, c'est un choix. Chaque chose est choisie par l'illustrateur, l'illustratrice. C'est pas pour rien qu'une BD a quand même un certain prix. Le travail derrière une BD est vraiment impressionnant. Honnêtement, voilà, moi en tout cas, c'est ce qui me touche. C'est ce dessin, cette vision de l'illustrateur, l'illustratrice qui va vraiment apporter sa patte, sa touche, qui peut... Son interprétation à travers l'illustration. Ouais, ok. Alors moi, il y a ça, mais il y a un truc en plus. C'est que ce que j'attends dans une BD, c'est que le dessin me raconte une partie de l'histoire qui n'est pas forcément écrite. Ah oui. Donc pour moi, au fait, les deux sont complémentaires. Et la manière, un peu comme je disais par rapport au comic Batman, où les deux images sont inversées, ça fait passer quelque chose que l'écrit n'aurait pas su faire passer. Et c'est vraiment ce que j'adore dans la BD. Et on a une BD dont j'ai oublié le nom. C'est Loubi et je ne sais plus qui. Racine ? Non, c'est pas Racine, justement. La fille dans l'écran. Ce que j'ai adoré avec cette BD-là, en fait, c'est que c'est vraiment deux illustratrices. Okay. C'est deux personnages qui se parlent par écran. Et donc, la page de droite, c'est un personnage, une illustratrice. La page de gauche, pareil. Et en fait, à un moment, ces deux filles vont se rencontrer dans la vie réelle. Et du coup, les deux illustratrices, donc la deuxième, c'est Manon Desvaux. Les deux illustratrices ont mêlé leur dessin pour montrer la rencontre des deux univers des deux filles. Ah, c'est génial. Et ça, c'est un niveau que c'est impossible d'avoir quand on lit un livre. C'est vraiment un plus que seule la BD, je trouve, peut nous apporter. Ouais, donc on est bien d'accord que, selon vous, la BD, c'est un art à part entière. Oui, bien sûr. Ouais, il n'y a pas de... La question ne se pose pas. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Oui, non, c'est complètement à part. Moi, je lis pas du tout de la même manière. Quand je lis un roman, mon cerveau n'arrête pas de travailler, justement parce que mon imagination travaille énormément. Et je pense que c'est ça aussi, de temps en temps, que ça fait du bien de lire une BD, c'est que ça permet de poser mon cerveau et j'ai pas besoin de commencer à imaginer la maison, le truc, et de faire des plans dans ma tête. Toutes les images sont là et j'ai juste à lire et profiter des images déjà toutes construites. Et donc c'est complètement différent pour moi. C'est peut-être pour ça que j'en lis un peu moins. Moi, c'est une lecture. Donc c'est une lecture qui est beaucoup plus lente parce que je prends le temps d'apprécier le dessin. Et que comme pour moi, le dessin est aussi important que l'histoire, parfois quand je lis un roman, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer et je sais que je lis plus vite et que j'apprécie moins. Mais là, au fait, je me pose d'office parce que le dessin fait que je me pose. Ouais. On rentre dans un monde, en fait, petit à petit, on s'y installe. Moi, des fois, ça m'arrive d'entendre vraiment les petits bruits des oiseaux dans les BD, quoi. Et je suis là, oh oui, trop bien. Mais moi, je dirais un peu à l'inverse. Ce que j'aime dans la BD, c'est que ça se lit vite. Donc, en 2-3 heures, je peux avoir lu un roman graphique et avoir une histoire complète du début à la fin, avoir vécu avec ce personnage, m'être attachée à lui, avoir rigolé, avoir pleuré. Et voilà, quand on n'a pas forcément le temps dans un quotidien rempli de s'asseoir et de lire pendant des jours et des semaines un livre, un roman en l'occurrence, et bien là, voilà, ça me permet vraiment d'avoir, ok, là je me pose, j'ai mes 2 heures où je lis ma BD, à la fin j'ai fini l'histoire. Et c'est super. Alors moi, je parlais de ma vitesse de lecture. Pas du temps que ça me prend pour lire une BD, parce qu'en effet, ça va beaucoup plus vite et c'est aussi un avantage. Mais vraiment, en fait, je me rends compte tout simplement que je lis plus lentement parce que je prends plus de temps à apprécier les images. Mais je prends pas 3 jours pour lire une BD. On peut, ça peut aussi être chouette. Mais moi, en tout cas, quand j'étais petite, surtout, c'est ce que j'aimais, quoi. Pouvoir lire, tous les Tom et Nana dans l'ordre en une journée. Je me pose, je les lis tous. Voilà, c'est quand même, ça a une certaine satisfaction. Aïe. Moi, je suis quand même à l'opposé de toi. C'est-à-dire que malgré qu'il y a des dessins, alors je vais m'y attarder 2 secondes. Mais pour moi, ce qui est encore une fois, l'image... Alors, c'est important dans une BD, on est bien d'accord, ça c'est ma vision à moi. L'image est quand même moins importante que le texte. Ah ouais. Et donc, en fait, je survole les BD. Je les lis très vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je lis le texte, il y a moins de texte, donc je lis vite. Mais du coup, l'image, je la vois passer, mais mon esprit voit passer l'image, je vois comment c'est structuré, mais je vais pas m'attarder sur une image en me disant « Ah oui, il y a tel petit indice ». Alors non, les BD, ça défile, quoi. À l'inverse, mon frère qui n'aimait pas très lire, désolé, je te balance sous le bus, lisait les BD en ne regardant que les images. Donc il ne lisait rien de ce qui était écrit. On s'en est rendu compte à un moment en disant mais on n'a pas lu la même BD parce qu'en fait il ne regardait que les images.
Mais c'est drôle parce que ça prouve que autant un roman, t'es obligé de lire les textes, donc en fait tu lis pratiquement tous de la même manière, même si l'imagination est propre à chacun, on lit quand même tous de la même manière un roman, plus ou moins, alors qu'une BD, on a tous une manière différente de le lire. On a une grille de lecture différente pour la BD, c'est intéressant ça. Mais tu pourrais pas lire les petits poilus alors. C'est des BD sans texte. Pour les tout petits. Je recommande d'ailleurs. Mais du coup, selon vous, je voulais aussi votre avis là-dessus. Il paraît que les BD sont parfois moins valorisés que le roman. Est-ce le cas selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas rare d'entendre un parent dire à son enfant auprès bon, ok, t'as pris 8 BD, maintenant tu prends 2 vrais livres. Oh. Donc comment dire qu'à chaque fois c'est un petit peu le allez, calmons-nous. Non, mais il n'y a pas de quoi s'énerver, effectivement, mais juste un petit rappel que la BD est un vrai livre. Oui, tout simplement. Un médium différent. Le manga est un vrai livre, parce que ça, on entend encore plus avec le manga qu'avec les BD classiques franco-belges, où ça, les parents, la plupart des parents ont intégré que c'était bon. Mais la BD est un art aussi assez récent. De l'époque de mes parents, c'était encore plus mal vu de lire de la BD. C'était vraiment un petit peu comme si le roman, c'est l'élite, seule l'élite sait lire des romans, que la BD, tout le monde peut lire de la BD, parce qu'il n'y a pas besoin d'être spécialement lettré, d'être éduqué, d'avoir fait des études, que voilà, des essais, des livres documentaires. Il y a des petits dessins pour aider à comprendre. C'est à ça que ça sert. Donc c'est pour ça que c'est pas un vrai livre. C'est ça, tout à fait. Ouais. On a un peu une aide à la lecture, comme si on avait besoin d'aide, en fait, d'être assisté, pour comprendre une histoire. Alors maintenant, ça a évidemment évolué, heureusement. On en a beaucoup parlé, c'est devenu un art à part entière. Voilà, ça, c'est l'aide de noblesse. Mais ça reste, en fait, de la pop culture, peut-être, un peu plus, donc de la culture populaire, plus que de la culture élitiste, qu'est un roman. Je veux dire, il y a plus de personnes qui lisent, je pense, je n'ai pas les chiffres. En tout cas, nous, on a plus de prêts de BD que de prêts de romans, aussi parce que ça se lit plus vite. Hein, donc, quand on prend 10 BD, on les lit en même temps qu'on lit peut-être un roman, et encore. Donc voilà, il y a aussi cette question-là au niveau du chiffre. Mais effectivement, on entend encore que la BD n'est pas un vrai livre. Alors oui, elle demande peut-être de lire moins de textes. Oui. Bof. Mais ça permet de travailler d'autres choses, et ça permet justement de lire beaucoup plus de tomes que si on prend un seul roman. Voilà, ça peut être une entrée à la lecture aussi. Moi, je trouve que la BD souffre de ce que le policier a souffert avant, de ce que la romance souffre maintenant. C'est ce côté, comme tu disais, élitiste. Parce que je pense qu'on est dans une société, autant la Belgique que la France, où c'est les belles lettres. Et que donc ça doit apporter, ça doit être bien écrit, ça doit avoir vraiment une plus-value, et que la BD, comme je le disais tout à l'heure, c'est des petits dessins. Et je pense, du coup j'espère, parce que maintenant on est bien d'accord, le policier a gagné ses lettres de noblesse, c'est un des rares genres qui les a. Quand on voit ce qui s'est passé au Salon du Livre de Paris avec la romance, je pense qu'à un moment ça va faire un déclic quelque part, que les lectrices de romans, c'est pas de la sous-littérature. Et sincèrement, j'ai l'impression qu'au niveau de la BD, ça a beaucoup changé. Et je pense que c'est parce que c'est les illustratrices et les autrices de BD qui se mettent en avant et qui aussi essayent de montrer plus la diversité, et un peu comme on a parlé, de montrer que la BD, c'est pas juste le format classique franco-belge qu'on connaît, quoi. Je partage totalement ton avis, et d'ailleurs, je trouve que la BD permet d'aborder des nouveaux sujets de société, rien que d'ailleurs l'écologie ou les dictats sexuels comme les 2 BD que je viens de proposer. Ça permet d'aller plus loin, et on discutait de ça avec Amélie dans la rue en allant à une animation. Je lui disais, mais la BD, c'est quand même bien plus agréable de lire et d'être sensibilisé au féminisme, par exemple, en lisant une BD sur le sujet, qu'en lisant un essai rébarbatif avec des mots employés qui ne sont pas nécessairement dans le langage de tout le monde. Et je trouve que ça, c'est un mérite qu'on peut bien accorder à la BD, c'est que, et surtout à l'heure actuelle, la BD contemporaine, ça a vraiment permis d'amener
une nouvelle, quelque chose de nouveau. Et que c'est très populaire, c'est vraiment en rapport avec la société à l'heure actuelle. Je trouve aussi que ça permet de comprendre des concepts qui pourraient parfois sembler... si on n'a pas fait un master, on ne pourra pas comprendre. Et alors qu'au fait, non, il y a plein d'illustratrices au niveau du féminisme. Moi, je pense aussi à Emma, qu'on n'a pas encore citée, qui fait des petits strips pour expliquer la place de la femme. Et la charge mentale aussi. Oui, c'est une des premières. Et alors, il y a aussi, moi, je suis Médusa Gorgone, qui utilise les figures mythologiques. Oui. Et alors, il y a toujours les hommes, c'est Persée sifflant, et donc c'est vraiment, elle joue sur les clichés pour faire passer des messages féministes. Et ici, on a une collection à la bibliothèque qui est les BD Psy. Okay. Et moi, j'en ai lu vraiment pas mal, et ça permet de comprendre vraiment des concepts psychologiques, parce que derrière, au fait, dans les scénaristes, ce sont des spécialistes, ce sont des psychologues, mais au fait, c'est simplifié, et surtout, un peu comme je disais, le dessin va permettre de comprendre des choses, de rendre réel, au fait, un concept qui peut être imaginaire. Donc on en a une, par exemple, sur les émotions, qui nous fait rentrer dans le cerveau, et qui nous fait montrer qu'est-ce qui se passe par rapport à l'émotion, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très vague. Et le fait que ça soit illustré permet de comprendre un concept qui parfois peut sembler compliqué. Oui, dans le style, il y a une BD qui m'a vraiment marquée, que je conseille régulièrement, qui est La Distinction de Tiphaine Rivière, où en fait elle va réexpliquer tous les principes sociologiques de Bourdieu. J'aime beaucoup. Voilà, tout à fait, via des mises en scène. Elle part du principe qu'un prof d'UNIF doit expliquer son cours à des élèves, et donc à chaque fois il va prendre des exemples très concrets pour expliquer tel principe sociologique, et du coup ça permet vraiment qu'on connaisse ou non, c'est une excellente BD de vulgarisation, vraiment. Mais oui, c'est ça en fait, ça. Exactement. Et qui permet en quelques pages, alors c'est quand même un beau bébé, mais en quelques pages, d'appréhender l'ensemble des travaux de Bourdieu, qui est quand même c'est conséquent, qui peut être indigeste. Oui, totalement. À première vue, si on lit du Bourdieu, c'est vraiment pas le plus simple à comprendre en tout cas, et là ça permet vraiment d'expliciter tous les fondements en fait de la sociologie, qui sont souvent basés en tout cas en partie sur les travaux de Bourdieu. Donc voilà, c'est super intéressant à lire. On l'a à la bibliothèque ? Oui. On a aussi Sapiens d'ailleurs à la bibliothèque, et un jour je les lirai en BD, parce que j'ai pas envie, comme tu disais, de lire le livre qui me semble indigeste. Et oui, c'est vrai qu'au niveau vulgarisation scientifique, c'est un médium qui est excellent pour ça. Donc du coup, dans le même thème, vous avez des exemples de BD traitant de thématiques fortes. On a parlé de psychologie. Mais alors, encore une fois, si vous avez écouté mon écho des rayons, vous le savez, mais c'est mon genre de prédilection. J'adore les autobiographies, les BD autobiographiques, les récits en général autobiographiques. Et ici, il y en a plusieurs que j'ai lus récemment qui parlent de sujets. Je trouve que c'est d'autant plus simple quand on parle de choses qu'on a vécues, d'aborder des sujets compliqués. Parfois, ça permet un peu aussi de parler de traumatisme que les auteurs et autrices ont vécu. Et voilà, ça permet aussi d'apprendre des choses. Je pense notamment Le problème avec les fantômes de Myriam Mal. Alors écrit en québécois, mais pas mal. Tout à fait compréhensible, pas de souci. Mode vocabulaire québécois qui sont pas... C'est ça. Mais celui-là, je pense qu'elle a un peu plus travaillé pour que ce soit accessible en Belgique et en France. Mais parce que c'est vrai que j'en ai lu d'autres d'elle où c'est vraiment de l'argot québécois, là c'est plus compliqué. Et en fait ça va aborder la question du deuil en amitié, du deuil des personnes jeunes. Donc quand on perd quelqu'un, un ami ou de la famille ou quoi je vais pleurer direct. Voilà, j'ai pleuré évidemment. mais de manière en fait, puisqu'elle raconte son ressenti, un peu ce qu'elle a vécu, alors c'est toujours
c'est pas romantiser le mot, mais c'est toujours en rapport avec la fiction. Voilà, c'est ça. Le personnage ne s'appelle pas Myrion, mais voilà, à la fin, elle explique bien que c'est évidemment quelque chose qu'elle a vécu elle et que c'est pour qu'elle avait besoin d'en parler. En fait, il y a vraiment ce besoin aussi de livrer son expérience et aussi parfois de se libérer d'un poids parce que c'est des sujets qui sont difficiles à vivre. On ne s'attend pas, je pense, jamais à perdre quelqu'un aussi rapidement, aussi jeune. Donc voilà, tout le monde le vit d'une manière différente. On voit aussi comment ses amis l'ont vécu. Enfin, voilà, très intéressant, très déculpabilisant, voilà, très, très intéressant. Alors, l'année dernière, il y a aussi Alix Garin qui a sorti Impénétrable, qui est une des BD les plus marquantes de l'année, je pense pas que pour moi, mais vraiment pour toutes les personnes qui l'ont lu, qui va parler des violences sexuelles, voilà. Okay. Et qui est une autobiographie, là, le personnage s'appelle Alix, donc c'est bien ça. C'est bien elle. Tout à fait, c'est d'autant plus marquant, rien que d'en reparler. Voilà, c'est vraiment une BD très très marquante que je conseille pour un public averti, voilà, comme sachez-le en le commençant, parce que elle a écrit d'autres livres qui sont beaucoup plus légers, Ne m'oublie pas. Ouais, c'est ça, mais j'allais justement rebondir là-dessus. Donc moi, avec le club du café littéraire qu'on avait avec Vie Féminine, j'avais imposé, entre guillemets, d'avoir une bande dessinée. Donc j'avais plusieurs choix et elles ont choisi justement Ne m'oublie pas. Et ça les a particulièrement touchées. Elles ne sont pas après spécialement passées à la BD par la suite, mais elles ont vraiment aussi découvert ce côté que la BD apporte en plus qu'un roman. Et Ne m'oublie pas, ça parle d'intergénérationnel, ça parle d'Alzheimer, ça parle de souvenirs d'enfance, comment l'enfance peut aussi te construire, ça parle de relations mère-fille, ça aborde tellement de sujets et elle fait ça tellement bien. Enfin, j'aime beaucoup aussi cette autrice. Oui, c'est une très bonne narratrice et illustratrice, parce que c'est elle qui illustre et qui scénarise. Donc, je conseille de manière générale Alix Garin. Mais alors, pour parler de thématiques fortes, c'est une des BD les plus prenantes que j'ai lues ces dernières années. De manière un peu plus légère, on a par exemple Marie de Breuer qui a sorti Ne jamais couler, qui va parler de grossophobie. Il est très très bien d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est avec une jeune femme sur une bouée. Oui, je l'ai lu. Fait. Ouais. Voilà, donc là, de manière très légère, elle va vraiment pas être dans le misérabilisme ou quoi, elle va juste parler de sa vie un petit peu, et donc, puisque c'est une personne obèse, de la grossophobie qu'elle a vécue et qu'elle vit encore au quotidien, voilà, de manière un peu détournée, mais ça reste important et il faut en parler, et c'est une des personnes dans les médias contemporains qui a le plus développé aussi ce concept de grossophobie. Qu'il a le plus fait connaître. Alors, on a des sujets vraiment... je ne vais pas parler encore de 1000 BD, mais par exemple, Les yeux fermés d'Héloïse Martin, qui va parler de l'inceste. Ouais. Pareil, quand je vois qu'on emprunte cette BD, je préviens quand même toujours les personnes. Voilà, je pense que c'est le genre de BD qu'il faut lire. Héloïse Martin, c'est l'actrice ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'actrice, donc pareil, une autobiographie, donc d'autant plus prenant de lire ce genre de récit quand on sait que quelqu'un l'a vécu et qu'elle va raconter son traumatisme, tout ça. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Et un peu plus vieux, entre guillemets, comme roman graphique, mais il y a Les Imbuvables de Julia Wirtz, qui va parler de l'alcoolisme. Je l'ai lu, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ça, je le recommande vraiment, parce que c'est une maladie qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, et elle va vraiment... je pense que ça peut être aussi une BD assez déculpabilisante, et en même temps qui va apprendre beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup de clichés, mais comme surtout quand on peut pas connaître tous les sujets de manière approfondie. Donc je trouve que le lire en tout cas via le récit d'une personne qui l'a vécu, alors moi que ce soit en roman ou en BD, ce sont des choses qui me touchent particulièrement et qui me permettent aussi d'avoir un œil différent sur après notre entourage ou les récits qu'on peut entendre dans la vie. Et je trouve aussi qu'au niveau de la BD pour les jeunes adultes, les ados, etc., il y a plusieurs il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées en dédramatisant. Ouais. Par exemple, on en a une qui s'appelle Les règles de l'amitié, on a les premiers amours, la découverte de son homosexualité, et ça ne doit pas toujours être tragique, entre guillemets. Par exemple, si on prend Heartstopper, c'est un univers vraiment tout douillet, où on a envie d'y retourner. Mais ça permet aussi de
comme on l'a dit, hein, c'est vraiment une manière différente de parler de thématiques. Et peut-être, j'ai l'impression que la BD permet de dédramatiser plus que si on lit un roman. Ou peut-être que c'est parce que les auteurs et les illustrateurs le font de manière plus légère, je sais pas, par rapport, je sais pas si vous avez cette impression-là. Mais je trouve aussi de sensibiliser beaucoup et en fait de traiter, je veux dire par exemple, la libre, moi je trouverais ça hyper chouette que ça soit intégré à la lecture des ados de 18 ans, quoi. Ça permet vraiment en fait une forme d'éducation aux sujets sensibles, aux sujets qui nous touchent tous, vraiment tous, que ce soit l'écologie, la santé mentale, l'inceste, les violences sexuelles, la transition aussi, la transition de genre, etc. Le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, il y a plein. Et moi, personnellement, c'est pour ça que j'aime vraiment la BD. C'est parce qu'en fait, c'est même, pour moi, un support pédagogique, quoi, vraiment. Ouais. Aussi. Vraiment. Et pour rebondir sur tes recommandations, la prochaine BD que tu as commandée et que j'ai très hâte de lire, c'est une BD scénarisée par Sarah Forestier et Jeanne Alcala, qui s'appelle Maudite du cul. Et en fait, c'est justement à travers l'histoire de Sarah Forestier, donc celle d'une adolescente marquée par ses débuts dans le cinéma, elle va raconter un peu son entrée dans la vie sexuelle, ce qu'elle décrit. Donc elle se décrit comme une Pierre Richard du cul qui trébuche, se cogne aux meubles pour éviter la prédation et contourner les injonctions. Et c'est surtout une rencontre avec une kiné du vagin qui lui a dit un jour une phrase décisive: la pénétration, c'est uniquement si tu en as très très envie. Et voilà, c'est une BD qui est donc autobiographique et qui permet là un support pédagogique, je trouve, total, et qui permet la compréhension des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma et dans la société. Alors, moi, en fait, tout ça, ça me donne envie de découvrir un peu plus sur la BD. Donc, hormis nos discussions, vous avez l'air d'être plus calé que moi. Vous n'aurez pas des chaînes YouTube ou des podcasts Parce qu'en fait, les youtubeuses que je suis, elles parlent de la BD, mais pas que ça. Donc, est-ce que vous aurez une reco pour que je puisse découvrir un peu plus la BD ? Là, j'ai découvert du coup la série de la BD de Sarah Forestier et Jeanne Alcala avec le podcast Folie douce de Lorraine Bastide, et donc elle explore en fait vraiment divers médiums culturels et notamment la BD. Mais maintenant Sophie, à mon avis, elle a pas mal de recos. Sarah Forestier a aussi fait un Alice Underground, un épisode de podcast qui parle entre autres de sa BD, mais qui est très marrant, très voilà. Oui, elle est que chouette. Je vous conseille. Sinon, moi j'ai un podcast qui malheureusement s'est arrêté en mai 2025, mais voilà, il y a des centaines d'épisodes à rattraper. J'ai de quoi faire. Voilà, tout à fait, qui s'appelle Le Gaufrier. Que moi j'écoute sur Spotify, j'imagine qu'il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il me semble qu'il disait ça au début. Et en fait, c'est 5 libraires, Baptiste, Charlotte, Marion, Mathias et Mimoun, qui parlent de... À chaque fois, il y a un sujet, un peu comme on fait ici. Et chacun recommande une BD qu'ils ont lue. Donc, par exemple, ils ont fait les comics, ils n'en lisaient pas. Donc, il y en a un qui est spécialisé comics, il y en a un qui est spécialisé jeunesse. Voilà, ils ont toutes leurs affinités, leurs envies. Exactement comme on a ici. Oui, exactement. Et à chaque fois, ils vont présenter un livre, dire s'ils l'ont aimé ou pas, une BD, présenter une BD plutôt, dire s'ils l'ont aimé ou pas. Ils ont une complicité qui est vraiment très chouette à entendre. Et voilà, il y a vraiment des centaines d'épisodes à aller rattraper. J'ai lu beaucoup de BD grâce à eux, parce qu'ils ont une manière de parler. On connaît les libraires, les bibliothécaires, qui sont passionnés. Une manière d'en parler qui donne envie tout de suite d'aller à la librairie la plus proche ou à la bibliothèque la plus proche. Donne-moi la BD et d'aller l'acheter. Donc c'est vrai qu'ils m'ont fait lire beaucoup de BD. mais voilà, je te conseille fortement Le Gaufrier. Ok, trop bien, ça me donne envie aussi pas mal. Alors, puisque tu reparles de bibliothèque et de librairie, etc., donc moi, je voudrais aussi mettre en avant, on a quand même un très bon fonds BD, merci Sophie, et Elodie avant d'ailleurs, mais on n'a pas tout. Mais on a l'avantage en bibliothèque d'avoir le prêt interbibliothèque qui nous permet d'avoir les BD qui peuvent nous être envoyés d'autres bibliothèques. Donc, n'hésitez pas toujours à venir demander, et s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas chez nous,
vous pouvez la lire. Donc, il faut aussi profiter un peu de ce service qu'on peut proposer. Surtout que les BD, ça prend de la place. Ça coûte cher. Donc, c'est vrai qu'on est limité au niveau des achats. Donc, n'hésitez pas à nous demander si la BD est disponible dans une autre bibliothèque du Hainaut. Si je n'ai pas le budget pour l'acheter, voilà, on la fera venir avec plaisir. Ou si vous n'avez pas envie d'attendre les prochains achats. Et du coup, pour clore un petit peu doucement ce podcast, on n'a pas parlé encore des mangas. Et non, c'est ce que je me disais. On a beaucoup parlé BD, on a beaucoup parlé romans graphiques, mais c'est vrai qu'une grosse part à l'heure actuelle de tout ce qui est livre graphique, c'est le manga, que ce soit chez nos jeunes lecteurs ou chez les adultes aussi. Et donc, on a un bon fond ici quand même, je trouve. On a en tout cas, c'est ce que disent pas mal de lecteurs par rapport à d'autres bibliothèques. On a un bon fond manga. C'est une section qui tourne énormément, pas mal chez les enfants. Donc on va pas commencer à parler des classiques. On va pas parler One Piece ou Naruto. Je crois que tout le monde connaît. Et Sailor Moon, faut pas oublier les classiques plus anciens. Oui. Mais il y a pas mal de petites, en fait, souvent on voit les grosses séries parce que ça prend beaucoup de place, donc 100 tomes, c'est sûr qu'on les remarque dans la bibliothèque, mais parfois on a des petites séries qui font 3 tomes, ou parfois même des one-shots, on en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Et donc moi, celle que je vais parler, c'est Running Girl. Donc en fait, c'est une série que j'ai découvert il y a 2-3, non, un peu plus, avant que Sophie arrive en tout cas. Et ça parle de handicap. Donc en fait, c'est une jeune fille qui a un accident et qui vient être amputée au niveau de la jambe. Ok. Et c'est tout le parcours de psychologiquement se dire j'ai plus ma jambe, je suis adolescente, je sais plus faire comme mes copains. Je vois des gens courir, moi je sais plus courir. Et donc j'ai au début une jambe artificielle traditionnelle. Et j'arrive pas à me faire à cette jambe, j'arrive pas à l'utiliser comme je voudrais. Et un jour, elle voit un groupe d'athlètes, et en fait, elle voit qu'eux, ils courent avec des lames. Et donc, il y a tout le travail, justement, avec le côté sport paralympique. Ce fait il y a d'autres univers à découvrir, et la vie ne s'arrête pas après un accident et après un handicap. On peut rebondir. Bon, c'est le cas de le dire là, puisqu'elle fait de la course et que la lame rebondit, donc c'est le cas de le dire. Mais c'est une petite série, il y a 3 tomes, donc en fait ça se lit vite, et c'est pour ça aussi que j'ai été vers ça au début, me lancer dans une petite série. Mais j'ai vraiment adoré cette série, je crois que je l'ai même relue, parce que je les ai achetés chez moi, donc je les ai relus. Et j'adore. Après, le handicap, c'est un sujet que j'aime bien j'aime bien travailler, j'aime bien en lire, ça m'intéresse, sans être négatif, c'est quelque chose la psychologie après le handicap, le fait de vivre après avec ça, et c'est toujours un truc qui m'a touchée depuis déjà adolescente. Donc c'est vrai que quand j'avais vu cette série, j'avais un peu sauté dessus. Mais non, franchement, c'est souvent quand on me demande si je le vois, parce que quand je regarde les séries, parfois on ne le voit pas, comme je dis, 3 petits tomes, on ne les voit pas. Mais souvent je le conseille parce que c'est tout mignon, c'est vraiment sympa à lire, et je le conseille souvent. Et ça parle de sujets importants. C'est ça. Oui, mais justement, je veux rebondir là-dessus parce que c'est vrai, quand on parle manga, on parle One Piece, Dragon Ball, etc. Et donc, dans le côté aussi lire un vrai livre, c'est aussi un côté sans violence. Si tu lis du manga, c'est d'office des combats, de la violence, c'est vrai. Alors qu'au fait, pas du tout. C'est un peu comme on disait au début, le manga, c'est juste le nom des bandes dessinées asiatiques. Et comme pour toutes les autres bandes dessinées, ça aborde plein de thématiques. Et tout le monde peut trouver un manga qui va vraiment le toucher. Moi, j'ai adoré aussi une série un peu plus courte qui s'appelle Blue Flag et qui va aussi parler de l'adolescence. Et il y a énormément de mangas qui se passent dans les écoles et qui parlent aussi de ce côté-là. Comment est-ce qu'on passe d'enfant à ado à adulte. Ces thématiques qui sont souvent abordées et qui sont un peu effacées par les grosses séries de combats dans les mangas. Mais tantôt, je vous parlais du blog de Digli et de celui de Pénélope Bagieux. La version un petit peu plus moderne, ce sont les comptes Instagram. Donc, je vous conseille vivement, si vous avez déjà lu des BD que vous avez aimés, que vous avez des auteurs, d'aller les suivre sur Instagram. Parce que vraiment, ce qui se fait depuis quelques années maintenant, c'est de publier, pour ceux qui sont déjà publiés dans des maisons d'édition, des extraits de leurs BD. Donc, ça permet de donner envie de découvrir ou pas, de voir si on aime le style, de voir si ça nous
nous parle, si c'est marrant. Et alors, il y en a aussi qui font des strips comme des petits vlogs quotidiens ou hebdomadaires qui vont raconter des choses qu'ils ont vécues, qui ne sera pas forcément amené à être publié. On a l'inverse aussi avec, par exemple, Salomé Laoche, qui à la base a commencé sur Instagram, et puis une maison d'édition l'a contactée pour éditer ses strips qu'elle mettait sur Instagram. Donc c'est vraiment tout un canal sur lequel on peut découvrir plein d'auteurs. Personnellement, j'en ai découvert pas mal là, et alors dès que j'ai un auteur ou une autrice que j'aime, je vais le suivre sur Instagram, comme ça j'ai de temps en temps qui apparaît dans mon fil d'actualité, j'ai des extraits de leur prochain livre par exemple, ou juste de leur vie. Je vais citer Sandrine Deloffre qui me fait beaucoup rire, voilà, qui est très 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 second degré, voilà. Il faut voilà. Son ami un pied, donc Marc Dubuisson. Également, j'ai déjà parlé de Salomé Laoche, on parlait de Loulubi tantôt. Alors elle est super sur Instagram, elle publie beaucoup. Alors, récemment, elle a publié une très belle publication sur le travail des illustratrices dans la BD et tout ce monde-là, donc très intéressant. Il y a Théo Grosjean, je vais pas parler de Riyad Satouf. Non, c'est bon. Ni de Pélina Bagieux. Et elle l'a quand même placée. Non, mais sur Instagram, c'est pas les plus intéressants. Et de manière générale, vous pouvez suivre aussi les éditeurs de BD, Glénat BD, Dupuis BD, qui vont vous publier des extraits. Urban Comics. Urban Comics pour les comics, évidemment. Voilà, donc ça, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous voulez découvrir ou vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas pensé à les suivre sur Instagram. Ça permet vraiment. Et alors, forcément, en suggestion, vous allez avoir plein de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices à découvrir, en fait. Et ça, c'est ce que je préfère quand j'aime bien ce dessin-là. Ah, il me fait rire celui-là. Qu'est-ce qu'il a sorti? Hop, et c'est une manière aussi de découvrir des nouvelles têtes. Ouais, moi je vais juste rajouter, quand on parle de réseau, découvrir sur un... Il y a aussi la version, alors on connaît pour les livres, on parle pas mal d'e-book, etc. Moi j'ai découvert en lisant L'Or Olympus qu'à la base il vient d'un webtoon. Donc c'est un site où justement t'as des BD, t'as des mangas, et donc j'ai eu l'occasion, parce qu'au début, donc je parlais de L'Or Olympus, mais au début quand il est sorti, il était jamais en rayon chez nous, j'arrivais jamais à mettre la main sur le tome 1. Et donc, je voulais, parce que ça parle d'Hadès et Perséphone, donc j'aime bien tout ce qui est mythologie, etc. Et donc, à un moment donné, tant pis, j'attends pas qu'il rentre... ça dure trop longtemps. Et donc, j'ai été lire les premières planches sur Webtoon. Et j'ai remarqué, j'en ai déjà entendu plusieurs adolescents notamment en parler, que souvent, ils lisent de la BD ou ils lisent sur Webtoon. Et alors le manga, les amateurs de manga connaissent Webtoon, et il y a d'autres plateformes comme ça, je ne saurais plus les citer, mais il y a d'autres plateformes de ce genre, la plupart gratuites. Alors maintenant il y a des abonnements aussi qu'on peut payer pour découvrir plus de pages d'un manga par exemple à la fois, parce que souvent tu es limité du nombre de pages que tu peux lire, mais c'est un super média pour les plus jeunes notamment, et les moins jeunes, mais pour découvrir des extraits de manga, de BD, de livres qui sont souvent disponibles à la bibliothèque. N'hésitez pas. Ok, alors... Juste un tout petit aparté, c'est, vu que moi je lis aussi en anglais, Instagram, c'est vraiment génial pour découvrir des auteurs-illustrateurs ou justement qui racontent leur vie, ou etc. Dans d'autres pays, parce que c'est souvent écrit en anglais, et ça permet de... Voilà, ça va pas forcément être traduit ou édité, mais ça existe aussi, et c'est pas mal de suivre aussi certains qui ne sont pas francophones du coup. Ok, mesdames, merci beaucoup pour ce podcast, cet épisode de podcast de On en parle à midi. La thématique prochaine, c'est poche, il me semble. Non, c'est une double thématique, c'est qu'est-ce qu'on lit en été et les poches qu'on met dans ses valises. Ah oui, donc un peu poche quand même. Un peu poche, mais on peut aussi parler de grand format, on va pas se contenter des poches. Oui, ok, écoutez les filles, au plaisir de se retrouver le mois prochain. Merci Soukaina. Merci. Ciao.